Bienvenue dans Karaoké Mental, le podcast qui explore les gens à travers la musique. À chaque épisode, une personne, une tracklist, une plongée dans ce que la musique révèle de nous. Parce que derrière chaque chanson, il y a une histoire. Bonne écoute! Un petit point avant de commencer l'épisode. Il a été enregistré quelques semaines avant la disparition d'Ozzy Osbourne. Pendant l'épisode, on parle longuement de Back to the Beginning. Et à ce moment-là, nous ignorons encore la triste nouvelle. Aujourd'hui, c'est tout naturellement qu'on dédie l'épisode en hommage à la carrière de Ozzy Osbourne. Et voilà, bon épisode. Bonjour à tout le monde. Je suis en compagnie de Yannick qui était là avec nous dans l'épisode précédent. Bonjour. Et du coup, on est en compagnie aujourd'hui de un invité de qui on a parlé dans l'épisode précédent, Thomas Leclerc. Bonjour Thomas Leclerc. Hey, bonjour. Alors du coup, Thomas est notre invité aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent probablement pas? Ok. Eh ben moi c'est Thomas Leclerc. Donc j'habite dans le Haut-Doubs, en France. Je fais de la musique depuis l'âge de 13-14 ans où j'ai commencé la guitare. Et depuis, j'ai eu plusieurs groupes, plusieurs formations, hein, principalement locales. Donc actuellement, je joue dans le groupe Assigned Fate, à la place de bassiste. Et j'ai aussi mon projet personnel, qui s'appelle Thomas Leclerc, comme moi, avec lequel j'ai sorti un album il y a 3 ans, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. On en a parlé. Pas très bon avec les dates. On en a parlé dans l'épisode précédent, du coup, du groupe Assigned Fate et de l'album de Thomas Leclerc qu'on vous a dit d'aller streamer fort, comme disent les jeunes. Et c'est ça. Coup, voilà. Donc Thomas nous fait le plaisir d'être le troisième invité de ce podcast. On est en terrasse avec une petite bière, donc il y aura peut-être des petits bruits parasites. Vous nous excuserez. On va commencer direct avec les questions. Donc comme j'ai expliqué à Thomas, l'ordre un peu chronologique. On va commencer par quel est à peu près ton tout premier souvenir de musique? Oh, c'est un peu compliqué puisque moi j'ai grandi dans une maison, dans un foyer, en tout cas avec mes parents et mes frères, où il y a toujours eu de la musique sous une quelconque forme. Mes parents sont musiciens les deux, donc en dehors de leur boulot, hein, c'est instituteurs les deux, donc ils ont toujours fait de la musique à côté. Et donc moi j'ai toujours été entouré de musique, donc ça va être un peu difficile de pointer un souvenir en particulier. S'il y en a un qui me vient quand même, c'est vrai que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup Georges Brassens et j'ai souvenir que je chantais Georges Brassens et mes parents avaient enregistré une cassette, une cassette audio de ça et on l'a retrouvé il y a pas longtemps et je pense que ça fait partie un peu de mes premiers souvenirs musicaux vraiment un peu ancrés. Donc pour les fœtus qui nous écoutent, vous irez aussi comme la dernière fois chercher CD et cassette du coup. Voilà. Ok, et du coup donc des instruments et Brassens, c'est ça qui était dans ta petite enfance quoi. Ouais, ben moi c'est un des souvenirs principaux que j'ai. Après j'en ai tout un paquet avec mes frères surtout, parce que j'ai 4 frères qui sont plus grands que moi. Donc ils m'ont amené beaucoup d'influences musicales, beaucoup de choses et j'ai souvenir avec eux d'avoir découvert The Offspring, Led Zeppelin, un groupe que j'ai pas écouté depuis longtemps qui s'appelait The Presidents of the United States of America. J'adore. C'était très très rigolo. Et j'ai des très bons souvenirs de jouer avec mes Playmobil avec ça en fond. On a un peu le même background musical avec les plus vieux qui t'apprennent un peu à écouter ce qu'ils écoutent. C'est ça. Que, contrairement à Yannick où c'était lui l'aîné, où lui il a fait subir à sa petite sœur quoi. Ah oui, moi j'ai dû découvrir tout seul comme un grand. Moi ça a plus été plus tard avec les copains, voilà. Mais on a le même, on va dire les plus aînés qui te font apprendre et qui te font écouter. De toute façon, t'as pas le choix d'écouter ce qu'ils écoutent. C'est ça, et surtout de te faire découvrir, on va dire, tout ce qui est rock entre guillemets métal, un peu des années 90, 80, même un peu 80, 2000. Alors que moi, mes parents étaient beaucoup plus axés classique, jazz, variété. Donc j'ai pris un peu de ce côté-là aussi, hein, mais j'ai beaucoup pris de mes frangins. C'est eux qui m'ont mis le pied un peu, voilà, dans les Iron Maiden, les AC/DC, Aerosmith. Voilà, on me rappelle, on faisait des compiles de CD. Non, parce que année 2000 oblige, on faisait des compiles de CD. Exactement. Et qu'on passait dans le bus et qu'on n'avait pas le droit de mettre dans le bus parce que les autres, ils étaient venus avant toi. Exactement. Exactement. Donc voilà, moi, mon enfance a été peuplée de souvenirs comme ça, un peu éparses de différentes choses. Ok. Et du coup, la transition est toute choisie parce que là, c'était plutôt de la musique que t'as été imposé d'écouter avec tes parents et tes frères, etc. Là, c'est plutôt la question.
c'est le tout premier album ou morceau que toi tu as décidé d'acheter ou de télécharger ou peu importe la période, mais qu'est-ce que t'as acheté en premier en disant ça je veux ça, et même si c'est honteux, on n'a pas de honte. La phrase du podcast la phrase du podcast c'est on ne sera jamais jugé mais ça sera gentiment moqué quoi. Voilà. Non, en plus, je pense que c'est pas trop honteux. Hein. Ça se rapproche beaucoup avec ce que mes frangins m'ont montré, hein, puisque en fait, ça m'a plu assez rapidement ce qu'ils m'ont montré. Donc, je pense que les premières choses que j'ai achetées, ou en tout cas décidé d'acquérir par moi-même, quelconque manière, c'était probablement Iron Maiden ou AC/DC. Ok. Voilà, je pense. Un point commun avec Yannick. Voilà, je pense que le premier CD que j'ai gravé, c'était probablement le Live After Death d'Iron Maiden. Ok. Que j'avais imprimé d'ailleurs, j'avais imprimé la pochette CD seulement avec une imprimante de 2005. Eh ben moi c'est ma sœur qui avait fait imprimer des pochettes exprès pour des CD gravés et moi c'était pas du tout ça, hein. C'était Britney Spears, etc. Les comédies musicales des années 2000. Bien sûr. Mais vraiment je me rappelle aussi de découper les jaquettes et les mettre dans des pochettes CD. Et Yannick du coup vu qu'il est un tout petit peu plus vieux que nous, on a parlé dans l'épisode précédent du Club Dial. Je sais pas si tu connais le Club Dial. Non, ça me dit rien. Donc je vais laisser Yannick réexpliquer malheureusement pour les gens qui ont déjà écouté, mais ça fera un petit rafraîchissement. Ah mais le Club Dial c'était, je sais pas si tu te souviens des magazines télé. Oui. Et à l'arrière des magazines télé, donc il y avait un espèce de club où tu pouvais commander des CD quoi. Oui, tout à fait. Et je comparerais ça avec nous dans les années 2000. Nous c'était on commandait des fonds d'écran de téléphone et des sonneries nulles. Voilà. Donc toi t'avais accès à AC/DC, à Slayer, nous on avait des démons tout nuls et des sonneries, c'était comment il s'appelle le petit crapaud qui fait de la moto, Crazy Frog. Ah, Crazy Frog. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, pourquoi c'est parti de ma tête Crazy Frog. Bref. Voilà. Donc le Club Dial c'est quand même un peu plus enrichissant. Effectivement, ça a beaucoup plus la classe. Ouais, je le répète, mais moi ça m'a permis de découvrir des choses que à l'époque, comme on ne connaissait pas grand chose, parce que contrairement à Thomas, j'ai pas eu non plus l'occasion d'avoir des grands frères pour m'apprendre. Donc moi à l'époque j'avais acheté que sur pochette. Oui, t'as découvert tout par toi-même, donc c'était le médium pour. Moi et l'image était importante. Il a choisi des pochettes au pif parce que la pochette était jolie ou oui, qui lui plaisait. C'est souvent ce qu'on faisait avant. Hein. Et donc c'est pour ça que, comme j'ai expliqué dans l'épisode précédent, je me suis retrouvé avec un des premiers CD que j'ai acheté, que c'était Undisputed Attitude de Slayer, quoi. Donc, comme on disait, la poésie et bucolique, voilà. Est très calme et très. Les fleurs et les papillons. Exactement. Un des albums de reprise de punk les plus violents de l'histoire de la musique. Les pluies de sang et tout ça. Exactement. Donc Slayer, pareil, les gens qui connaissent pas Slayer, une petite oreille achetée là-dessus. Et vous retrouverez évidemment de tout ce qu'on parle dans les notes du podcast, parce que je m'amuse à les faire et il y a des petites blagues cachées. Et du coup, on va continuer. Donc là, on était sur la petite enfance et les premiers achats, et on va parler de la chanson ou le genre ou le groupe qui te rappelle vraiment ton adolescence. Et je diviserai en deux catégories, le collège et le lycée, tu vois. Il y a quand même, on n'est pas la même personne à cette période-là. C'est vrai. Donc voilà. Qu'est-ce qui te rappellerait ton collège, par exemple? Mon collège, moi j'étais vraiment à fond dans AC/DC. Clairement, AC/DC, j'écoutais beaucoup Aerosmith aussi, hein, je me rappelle, puis The Offspring pas mal, mais AC/DC quand même, c'est vraiment un peu ce qui m'a construit le début de l'adolescence, je pense que c'est vraiment ce qui m'a construit. Avec tes petites lunettes. Voilà, quand j'avais des lunettes et une coupe au carrière. Parce qu'on se connaît depuis un petit moment, donc on se connaît depuis longtemps. Les petites private jokes. Et voilà, j'étais même tellement à bloc dedans que voilà, tu sais, je m'imprimais des photos des membres et tout, je les collais sur mes classeurs, voilà, j'écris AC/DC sur mes trousses, enfin tu vois, les trucs d'adolescent quoi. Absolument. Et donc c'est vraiment ce qui m'a guidé un peu, je pense probablement une bonne partie de mon adolescence. Au collège beaucoup, donc pas mal. Donc c'est vrai que du coup, je me suis retrouvé quand même pas mal en décalage entre guillemets avec les autres, puisque moi, comme toi, j'étais au collège dans les années 2000, 2000 entre 2000 et 2005. C'est ça à peu près. Ouais. Donc moi, tous les autres écoutaient. Alors à ce moment-là, j'écoutais pas du tout de métal. Hein.
Donc tous les autres étaient dans Slipknot, Blink, Blink, le punk rock, etc. Sum 41. Sum 41 Sum et 41. Blink 182. Et Blink 182, Voilà. exactement. Mais oui, c'est vrai. Et puis voilà, bah Rammstein, voilà. voilà. Ah, Rammstein un peu aussi, parce que mon frangin Antoine écoutait pas mal Rammstein, et j'avoue que je l'ai eu pas mal dans les oreilles aussi. Oui, c'était 2003-4, ouais, c'est ça à peu près. Voilà, peine après. dans ces années-là, Ouais. et moi pas du tout. Donc moi j'étais plutôt dans le vieux hard rock, quoi. Le vieux vraiment hard rock. le vieux hard rock avec les guitares héros et les trucs comme ça. On adore. Voilà, les Angus Young, les machins et tout. J'étais très admiratif de ces mecs qui arrivaient à faire ce qu'on estimait être des prouesses, qui sont toujours des très bons, enfin ce que j'estime toujours être des très bons guitaristes, hein, même après avoir évolué et passé par plusieurs styles. Mm-hmm. J'estime toujours que voilà, CDC ou Iron Maiden ou ces gens-là sont des très bons musiciens, hein, ça reste toujours le cas. Mais du coup voilà, j'étais un peu en décalage avec le reste des gens, voilà, écouter des trucs d'il y a 20 ans. Donc voilà. Mais après c'est comme on parlait avant, ça t'a fait une culture musicale un peu plus étendue que certains. Oui, je pense. Voilà, Je pense. qui est pas du tout négligeable et c'est pas ni bien ni mal, hein, c'est Non, tant non, mieux. c'est comme ça, hein, de toute façon. C'est Qu'est-ce que tu veux, enfin oui, c'est qu'est-ce que tu veux y faire. Voilà. On a la culture qu'on a, hein, et puis moi j'en suis très content parce que ça m'a amené à m'ouvrir à plein d'autres choses à partir de ça, quoi. Bah c'est ça qui est trop bien, c'est l'ouverture sur le reste. Et ben tu vois, toi c'était ton Yannick, tu disais que dans les 5 premiers albums que t'as acheté de toi de ta vie, il y en avait au moins 2 de AC/DC. Ouais, bah ouais. Ouais, effectivement, ouais. Non, puis je pense que c'est toujours important, peu importe les courants musicaux qu'on explore, de revenir aux bases aussi. Oui. C'est que c'est bien d'écouter ce qui se fait en ce moment ou découvrir d'autres nouvelles choses. Mais par contre, je pense qu'il faut être curieux de savoir d'où ça vient. Oui. De reprendre les bases à un moment de ton épopée musicale de ta vie, de dire bon bah voilà, revenons aux bases, revenons d'où ça vient le heavy metal, si on écoute du metal, d'où ça vient le rap, si on écoute du rap. Et puis voilà, il faut revenir aux bases pour savoir pourquoi ce qu'on fait c'est bien. Et personnellement, voilà, de savoir d'où nous on vient, d'où nous vient ce goût de telle ou telle chose. Mm-hmm. Et quand on y revient, c'est toujours voilà, moi j'écoute plus beaucoup par exemple la CDC maintenant parce que je suis passé dans j'écoute plus de jazz, de choses comme ça ou de métal un peu plus complexe, un peu plus élaboré. Mais quand tu me mets un CDC, je reviens toujours, j'ai quand même toujours cette nostalgie, je me replace toujours dans cette époque et ça me retransporte dans ce moment où voilà, t'es enfant, début d'adolescence, tout ça, c'est des moments magiques, toi ça revient toujours et ça partira jamais. C'est le pouvoir de la nostalgie. Oui, c'est en quelque sorte, c'est des Madeleines de Proust musicales, quoi. Exactement. Et on y revient avec plaisir. On sous-estime le pouvoir de la nostalgie, mais c'est vraiment important de garder ça et pas renier de où on vient. C'est ça. Collège AC/DC et lycée, t'aurais un truc qui t'a plus marqué? Oui, je pense qu'au lycée, clairement, j'étais pareil, toujours un peu dans le classique rock, mais je suis passé un peu dans d'autres choses. J'écoutais énormément Lynyrd Skynyrd. Voilà, Freebird, c'était, je pense que c'est un peu mon morceau emblématique de toute mon adolescence, enfance, qui représente un peu tout le reste aussi un peu à côté, mais globalement, ouais, beaucoup de choses comme ça. Creedence, énormément. Donc vraiment classique rock, beaucoup au lycée. Voilà. J'avoue qu'au collège, très hard rock. Et après, je suis passé justement, voilà, au classique rock avec, mine de rien, des jeux un peu plus finaux, une exploration sonique un peu plus large. Je veux dire, Lynyrd Skynyrd, c'est quand même très varié aussi, avec des jeux de guitare, des jeux de batterie, des choses comme ça qui m'ont vraiment fait aimer même les autres instruments que la guitare ou ce qu'on pense d'habitude dans un groupe, quoi, qui est souvent la guitare, le chanteur. Mais je pense que c'est à partir de ce moment-là aussi où j'ai commencé à prendre de l'intérêt vraiment pour les autres instruments aussi. Et en gros, un groupe de manière générale et pas juste une personne ou deux. Et je pense que c'est vraiment là où j'ai commencé à mettre le doigt dessus. On va dire. Okay. C'est là où j'ai commencé à faire de la guitare aussi. Donc forcément, ça coïncide. J'ai dû m'intéresser à plus large et j'ai eu un prof de guitare, Alain Cavzac à Pontarlier, qui m'a montré beaucoup de styles différents dans mes cours de guitare. Voilà. Du coup, ça m'amène il m'a fait découvrir Rory Gallagher, qui est toujours au plus profond de mon cœur et qui le restera à tout jamais. Trop bien. Vraiment grosse découverte qui m'a vraiment beaucoup amené, beaucoup apporté musicalement parce que c'est quand même assez large musicalement aussi.
Donc voilà, ouais. Je pense que Lynyrd Skynyrd, Rory Gallagher, c'est un peu le lycée. Je pense que le lycée peut être défini par ça. Ouais. Et c'est ce qui est fondateur dans ton approche de la musique aussi Bien maintenant. sûr, je pense que ça s'entend un peu. Voilà. Et du coup, encore un point commun avec Yannick qui, lui, par contre, disait que Creedence, etc., c'était des choses qu'il écoutait avec ses parents plutôt. Oui. Oui, c'est bien ça. Ouais. Mes parents étaient gros fans, enfin mon père surtout était gros fan de Creedence, donc c'est quelque chose moi j'ai découvert ça plutôt dans ma petite enfance. Ta petite enfance, et puis ça t'a bercé tout le reste de ta vie. Ouais, bien sûr. Creedence, Queen, voilà, c'est des trucs, et c'était oui, voilà, les piliers, Queen, piliers de mes parents, de ce qu'écoutaient mes parents, et puis voilà, donc ça a forgé, ça m'a forgé musicalement. Ouais. Bien sûr. Petit conseil, si vous voulez passer un été caniculaire en bonne compagnie musicale, vous pouvez écouter la discographie intégrale de Creedence Clearwater Revival avec les fenêtres ouvertes dans votre voiture. Vous allez passer des super vacances. Pour ajouter un peu de Lynyrd Skynyrd par-dessus. Exactement. Les 5 premiers albums sont à tomber. Voilà, c'est la bande son des vacances. C'est la bande son des vacances. Du coup, on va passer à la prochaine catégorie qui est un peu un genre de portrait chinois. Et là, on va aller dans les petites blagues. C'est pour ça qu'on assume tout ici. Ouais. Et on sera jamais jugé, mais un petit peu moqué, comme je disais avant. Et là, ce serait un plaisir coupable. Donc la question est formulée de type plaisir coupable, une chanson que tu adores mais que tu assumes bof. Ce serait quoi? Alors bon, c'est étrange. Moi, il y a peu de choses que j'assume pas beaucoup. Voilà. Parce que j'estime que toute blague. musique vaut le coup. Mais globalement, je sais que j'aime toujours quand on passe un petit Patrick Hernandez. Je suis toujours un petit peu, ça me titille toujours un petit peu, quoi. Mais mine de rien, comme on parlait de ça, Yannick parlait de Jimmy Somerville. Ouais. Ce qui est, alors, c'est risible pour certains et très pointu et premier degré pour d'autres, mais c'est toujours bien fait. Patrick Hernandez, c'est une bombe de tube. C'est une balle. C'est de la balle. C'est tellement efficace, c'est tellement étudié pour que ça marche. Ça fonctionne de ouf. Qui a quand même lancé la carrière de Madonna, faut pas oublier que c'est quand même la bague danseuse qui chantait même pas de Patrick Hernandez. C'est quand même un truc. Ah bah, tu vois, je ne savais pas ça. Eh bien, tu sauras que Madonna a commencé sa carrière en dansant pour Patrick Hernandez dans des spectacles. Ok. Donc, c'est intéressant. Qui est quand même fou. C'est assez dingue. Et qui gagne encore des milliers d'euros par jour grâce à un tube. Mais après, sa carrière est chouette. Hein. Je crois qu'il a fait d'autres musiques aussi, mais pas du tout dans le genre. Il me semble que Patrick Hernandez, il a fait d'autres CD et tout, mais c'est plus de la chanson française, je crois. Et du piano, et du piano, beaucoup. Il me semble, hein, mais encore une fois, je suis pas sûr que on l'a poussé un petit peu à faire une musique de disco parce que c'était à ce moment-là la chose en vogue. Et il a bien fait. Voilà. et donc, en fait, ouais, ma petite Madeleine de Proust, comme on peut dire, entre guillemets, un peu honteuse, moi, c'est le disco, hein, j'avoue que j'aime beaucoup le disco. Et c'est pas tout à fait honteux, parce que je trouve que ça reste quand même de la bonne musique et bien faite et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu désuet maintenant, quoi, on va dire, entre guillemets. Mais moi, je trouve qu'il y a des trucs géniaux dedans, il y a un truc extraordinaire. Ce que je pourrais dire sur le disco, c'est que ça a redoré l'image des bassistes. Oui, ça. C'est sans les bassistes, le disco c'est nul. Et vraiment, il y a des bassistes de disco. Je pourrais pas dire exactement quoi, mais il y a tellement de riffs de basse dans des chansons que tout le monde connaît. Mais parce qu'en fait, le disco dérive du funk, si tu veux. Donc forcément, le funk c'est très rythmique. Donc la section rythmique, la basse et la batterie. Mais je trouve que le disco intègre beaucoup de choses aussi d'autres domaines, même de la soul, des choses comme ça, parce que t'as quand même des très bons chanteurs. On met souvent, il y a des chœurs de femmes, des chœurs d'hommes derrière. C'est plein de joie, ça dénonce des choses des fois. C'est plein de fun, quoi. C'est vraiment plein de lumière, plein de fun, quoi. Tu as ajouté quelque chose? Non, c'est surtout que ça m'étonne pas que Thomas soit fan de disco, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des grosses basses, quoi. Puis il y a de la basse qui ça zouk, quoi. Il y a de la basse qui slappe, et puis ça zouk, et puis non, c'est clair que voilà, c'est ultra funky, donc voilà. Puis gros style aussi, quoi, visuel. Je veux dire, les mecs, les grosses pas def. C'est des vrais prix partis. Voilà, on a des sortes de chandails avec des paillettes. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'était pas pris parti, c'était des vrais partis pris plutôt, visuels et musicales, et il y avait des couleurs musicales qui sont aujourd'hui, comme tu dis, désuètes, mais qui sont... pense désuètes, que moi je le pense pas. Pas du tout. C'est ce qui est vu maintenant. Voilà, le disco pour les jeunes, ou même les gens, même globalement maintenant. C'est les années 80, et puis c'est la danse, et c'est les balles, et c'est la bringue. Mais non, pour moi, ça va un peu plus loin que ça quand même, quoi. Non, puis c'est même avant, ça a même lancé le hip-hop, etc. C'est vraiment riche. Bien sûr.
Oui, puis je pense que dans les années 80, les gens en avaient besoin, hein, parce que faut pas oublier que économiquement, les années 80, c'était la méga merde. C'est pas fabuleux. Et Mais donc, c'est plutôt 70, hein, les 70, pardon. ça déborde sur les 80. Ouais, Ouais, c'est ça entre les déborde deux. quand même pas mal sur les 80. Voilà. Et c'est rigolo parce que tu as ce parallèle entre le disco où justement les gens ont besoin des fois de se lâcher un peu plus, de légèreté et tout. Puis bon, bah d'un autre côté, bon bah t'as Black Sabbath et tout le bazar qui arrive de l'autre côté, qui est beaucoup plus sombre et d'un très environnement sombre. plus industriel et plus ouvrier et compagnie. Enfin c'est voilà, t'as ces sortes de plusieurs courants qui arrivent en même temps, qui ont des couleurs complètement différentes quoi. Mais qui vivent en même temps et qui arrivent à se complémenter. Voilà. Mais c'est pour ça que les années 70 et 80 sont fascinantes à ce niveau-là, parce que t'as vraiment des courants extrêmement variés, entre les choses très sombres qui vont débouler sur le métal et les choses comme ça, alors que on a tout le reste, on a tout le reste, voilà, qui est plus solaire, qui est plus jovial et léger. Mm. On a un peu tout ça qui se mélange dans les années 70 et 80 et c'est très intéressant. Peu importe ce qu'on écoute et ce qu'on aime maintenant, vraiment intéressez-vous à la musique qui a été faite. Je dirais statistiquement l'année 77, 77, c'est vraiment une année folle. Et après c'est tout pour que vous soyez content et que vous aimiez quelque chose. Il y a tellement de styles différents. Donc renseignez-vous sur ces années-là, c'est assez riche et incroyable. Mais moi j'ai envie de même vous dire, renseignez-vous sur l'entièreté de la musique qui a été faite dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Ça vaut le coup. Et vous avez toute Tout la le vie coup, devant vous. à différentes parties de l'histoire. Je veux dire, même le classique, même des choses comme ça sont extrêmement intéressantes et il y a tout à voir dans tous les styles, quoi. Mhm. Mais je trouve quand même que les années 70 et un peu débordé sur les années 80 ont été avec les années 60 aussi ont été vraiment des décennies de créativité et d'élargissement musical vraiment Et, très importantes. moralité, la drogue. Voilà. Non, n'en prenez pas, mais voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Je Si vous plaisante voulez créer des évidemment. Manger 5 fruits et légumes par jour et tout ça et voilà. C'est pas vraiment. Alors pour moi, Patrick Hernandez, c'est pas ridicule, mais je comprends que ça puisse être un petit plaisir coupable. Oui, En mais... société, t'assumes pas ouf quoi. Oh non, mais bon, encore une fois, moi j'assume bien tout, donc sûr, vous me mais bien connaissez, sûr. j'ai pas de Mais, problème à assumer n'importe quel. Les gens assumeraient pas généralement ça. Et après, la phase d'après, c'est plutôt une chanson ou un groupe qui te met systématiquement de très bonne humeur. Moi, j'ai cité Queen, par exemple. Ouais, Queen, Queen est très bien. Queen est très bien. Pas... Là, je vais revenir globalement à ce que je disais un peu avant. Hein. Voilà, moi, tu me mets Lynyrd Skynyrd à peu près tout le temps, je vais être content. Et plus récemment, t'as pas des trucs un peu... plus récemment aussi, moi, tu me mets Gorod. Donc Gorod, groupe de death metal technique français, qui est probablement ce que j'aime le mieux au monde. C'est toujours, il y a une grande profondeur dans cette musique, mais il y a aussi une sorte de légèreté, de légèreté un peu swing, un peu zouk, quoi. Un peu lâcher prise. Ouais, un peu lâcher prise, alors que pourtant c'est quand même très technique, c'est quand même très compliqué, mais c'est aussi très écoutable et très pas relax, j'ai envie de dire c'est relax, mais non, c'est. Non. Mais ouais, ça tout le temps, tu me mets ça, hop, je passe une bonne journée. De toute façon, j'en écoute presque tous les jours. Donc... Bah toi, t'as parlé des Toy Dolls par exemple. C'est vrai. T'as aussi NoFX pas mal. Oui, bah moi je suis alors en légèreté, voilà. Enfin, c'est vrai que moi je m'orienterais plutôt du punk. Enfin, alors ouais. c'est un peu antinomique par rapport à les sujets dont on parle la musique, mais c'est vrai que le punk rock, le punk ska, ou le ska, voir c'est très drôle aussi, voir le punk oi. C'est vrai que c'est des musiques qui sont très, surtout les Toy Dolls, c'est très léger. Ça parle pas politique, ça parle parle un peu, ça peut parler de tout sujet, d'un mec, quoi. d'un peintre qui est venu repeindre la maison de quelqu'un, quoi. Et puis ils font une chanson là-dessus. C'est ça qui est super marrant. Ok, donc du coup, Lynyrd Skynyrd et Gorod, très assez antinomique, mais du coup, ça se complète quand même. Antinomique et en même temps pas vraiment. Ouais, c'est ça. C'est des groupes qui parlent de vie, qui parlent de... Ouais, c'est des groupes qui parlent de plein de choses de la vie, puis même, sans parler des paroles, parce que, bon, c'est tout chanté en anglais, donc maintenant je comprends, mais quand j'ai découvert ça, je comprenais pas. Mais en termes musicaux, c'est toujours des choses qui t'élèvent un peu vers le haut, tu vois, c'est pas, j'aime bien les choses sombres et un peu plus glauques aussi et tout et compagnie, mais là, pour le coup, je trouve que c'est toujours des rythmes, des mélodies qui t'emmènent un peu en haut, quoi. Ouais. Du coup, tu parlais des choses sombres. La catégorie d'après, c'est plutôt ce qui te met dans le mal, ce qui te fait un petit peu pleurer ou qui te met pas trop bien, des trucs, émotions négatives, je dirais.
parce qu'on a aussi des Tout à choses fait. qui te prennent aux tripes. Est-ce que t'as un truc qui t'a marqué ces derniers temps, ou même un vieux truc, hein, C'est difficile à dire. J'ai plusieurs morceaux qui me viennent en tête, mais si je voudrais, on va dire en tout cas me plonger dans une certaine ambiance, voilà, par exemple quand tu te fais quitter ou que tu as des problèmes dans la Exactement. vie. C'est souvent là qu'on a besoin d'écouter des musiques tristes. J'en ai quelques-unes en tête. Hein. Bon, on a évidemment le classique Freebird qui va bien. Qui va dans toutes les périodes de la vie. On a, j'en sais rien moi, un petit Toto All the Line par exemple. J'ai une musique aussi que j'aime beaucoup qui est de Mahavishnu Orchestra, qui est plutôt un groupe de fusion des années 70. Je sais plus comment elle s'appelle. Merde, j'ai perdu. J'ai perdu le fil. Il me la redonnera, je les mettrai dans les notes. Je te redonnerai ça. Une très très belle musique. Voilà, bon, les Creedence aussi pas mal. Bon, c'est plus mélancolique. Ouais, mélancolique. Moi, j'aime bien les choses mélancoliques. On a dit que le podcast était probablement un peu deep sur les sujets. Bah, il le faut, hein. On peut, il faut. C'est important. Parce que moi, je parlais de, du coup, moi, c'est très récent. Je parlais de Youngblood. C'est un artiste qui est vraiment récent. Il a même pas une dizaine d'années de carrière. Et en fait, sa voix, elle me perce. Vraiment, Oui. sa voix, elle est bouleversante et joyeuse et triste et mélancolique et tout en même temps. Et en fait, peu importe le morceau qu'il fait, il y a forcément un petit fond tu sens que ça n'a pas été facile et qu'il véhicule des idées et des ressentis. Moi, sa voix, moi, j'écoute, il y a une chanson en particulier que je n'ai déjà parlé, mais je réitère, allez écouter cette chanson. C'est Mars, qui est vraiment, t'écoutes ça, moi je l'écoute en voiture sans faire exprès parce que c'est en aléatoire, je pleure. C'est un truc, c'est automatique. Ouais. Sa voix, elle me bouleverse. Et aussi, là, je parlais de Mike Patton aussi. Bien sûr. Mike Patton, moi, soit il me fait rire, soit il me fait pleurer. Il n'y a pas d'entre-deux. Je suis un peu entre les deux aussi avec Mike Patton et j'aime beaucoup ça d'ailleurs. J'aime beaucoup quand il passe de l'un à l'autre dans la même chanson. Je trouve ça exceptionnel. Et je trouve et après, c'est pas que la voix, hein. Il y a aussi, j'ai aussi beaucoup écouté Santana à une période de ma vie. Ouais, bien sûr. Et Santana, suivant la période de ta vie où t'es, le mood où tu es, ça peut être soit une bonne petite chanson d'apéro en terrasse ou une bonne chialade dans le lit. C'est la beauté du truc. Quand un même morceau arrive à te faire sentir ces deux choses différentes à différents moments, tu sais que c'est une très bonne chanson en fait. Exactement. Tu sais qu'elle s'adapte à plein de moments de ta vie et tu vois, et là t'es sur une bonne chanson. Alors si, moi j'ai un souvenir très précis d'une chanson que j'avais écoutée qui m'avait dévasté. Retourné. Et je crois que c'est Si Maman Si de Michel Berger et qui était chanté par France Gall, je crois. Oui, exactement. Et qui m'avait dévasté quand j'avais 13 ans, tu vois, alors que normalement à 13 ans, les trucs un peu deep, tu vois, trucs un peu profonds, t'en fous un peu. Mais là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, ça m'a explosé. Voilà. Si Maman Si de France Gall, c'est France Gall. Et sinon, un peu plus récemment, j'étais un peu plus dans les musiques de films. Il y a deux musiques de films que j'ai vraiment beaucoup aimées, qui sont très très mélancoliques aussi. C'est la musique de Thomas Newman des Sentiers de la Perdition, qui est un film exceptionnel. D'ailleurs, si vous l'avez jamais vu, c'est un film avec Tom Hanks qui joue un mafieux. C'est probablement un des seuls films où Tom Hanks tue des gens. Et un méchant, entre guillemets. Entre guillemets méchant, oui, c'est une très très belle histoire. C'est pas manichéen. Un père et son fils dans l'univers de la mafia, c'est extraordinaire. Et puis un film de Guillermo del Toro, donc la forme de l'eau. Ah, la forme de l'eau, oui, bien sûr. Et la musique, je la trouve exceptionnelle, très très belle, très très. Elle vient gratter le fond de mon âme. Voilà. Ok. Moi, il y a aussi, je citerai aussi le dernier film qu'on est allé voir avec Michael B. Jordan, qui s'appelle Sinners. La bande son, c'est vraiment de la soul, la musique des esclaves américains, et ça vient de gratter aussi à des endroits. Bien sûr, ça vient gratouiller ce fond de. C'est habité, et moi ça m'a vraiment ému. Alors que c'est un film où t'es pas censé avoir des émotions de tristesse. C'est un film d'horreur, etc. Peu importe ce qu'on en pense, mais c'est venu la chanson, la bande son, toute la bande son du film était incroyable. Extraordinaire, ouais. Ouais, donc vraiment aussi à voir ce film. La musique de film est très. Le film est très très important. Et Gladiateur, on peut. Voilà. Et du coup, là, on va rester dans le deep et après on repartira dans les petits trucs rigolos. Est-ce que tu as déjà pensé à la chanson de ton enterrement éventuellement? Parce que moi, tu l'as pas, moi j'ai déjà pensé. C'est très cliché et très standard, mais je trouve que c'est à mourir de rire parce que je veux que les gens pleurent quand je meurs. Évidemment, c'est une blague, mais
je voudrais Kansas Dust in the Wind. Ah bah oui. Parce oui. que c'est tellement cliché, mais tellement vrai en même temps. Bien sûr, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Kansas, mais Kansas c'est un gros truc que j'adore. Hein. Voilà. Moi, je suis extrêmement fan de Kansas. Moi, Dust in the Wind. Ah bah tu vois, je choisis. Alors, je comprends Dust in the Wind parce qu'elle est vraiment incroyable. Moi, je choisirais plutôt. J'y viendrai. T'inquiète. Mais moi, Kansas, en fait, j'hésite avec celle-là parce que je la trouve trop cliché. Mais en vrai, elle est tellement belle. Alors moi, voilà. Si je prenais une Kansas, parce que Kansas, je trouve ça vraiment, vraiment très profond aussi, et en même temps fun, je pense que Carry On My Wayward Son là là. sonne. Oui. Et sinon, bon, bah, comme je l'ai dit plusieurs fois, Freebird qui m'a tenu toute ma vie, qui est une chanson que j'ai toujours aimée, que j'aimerais toujours, je pense. Je pense que c'est celle-là qui revient le plus dans tout ce que t'as dit. C'est à peu près, ouais, mais parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert assez tôt et qui m'a amené vers la guitare, l'amour de la guitare. Et qui développe des émotions vraiment vraiment profondes chez moi, et chez beaucoup de gens, hein, je pense d'ailleurs, parce que c'est pas une musique anodine, hein, je pense pas. J'ajouterais Maudit Blues, Night in White Satin, parce que moi je veux que les gens pleurent aux enterrements, c'est tout. Bien sûr. Mais non, c'est Maudit Blues. Moi, pour la petite anecdote rigolote, pour moi c'était j'avais jamais vu leur tête, hein. J'écoutais ça à la radio, etc. Pour moi, c'était des hippies avec des toges en peau, des trucs avec Krishna et des peace and love partout. Non, ce sont les Beatles avec des vestes. Oh, ils ressemblent plutôt même à Laurent Voulzy en vrai, oui, avec des chemises en velours et des jabots et des coupes des Beatles. Donc quand je les ai vus en vrai pour la première fois de ma vie, j'ai fait mais pas du tout, c'est pas du tout le bon groupe. Et si en fait. Donc le style a son importance, mais des fois pas forcément. Mais fait partie de la chose aussi. Quoi. Exactement. C'est tout, on peut passer à la suite. T'avais rien à rajouter? Donc moi, je pense que pour mon enterrement, je demanderais à ce qu'on passe peut-être See You on the Other Side de Ozzy, ou un classique, voilà, en tant que fan de Pantera, un Cemetery Gates ou un truc, enfin voilà, de la chanson qui fait pleurer dans les chaumières, quoi. Cemetery Gates qui est vraiment genre dans le thème. Voilà. Ah, on est en plein dedans là. Ou alors, tout dépend du mood dans lequel je serai le jour où je vais décéder, mais ça sera peut-être aussi le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. Bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Comme ça, toute l'église rigole et on est content, et encore il y aura Exactement. peut-être pas forcément d'église, mais au moins tout le monde rit, et après un petit canon de rouge et un petit bout de jambon, quoi. On mettra les deux, voilà. Je demanderai à ce qu'on mette les deux. Mais bien sûr, il faut mixer tout ça. Voilà. Donc voilà. Ok, et ben du coup trop bien, merci. Et on va passer au truc un petit peu plus dans la vraie vie. On va retourner dans les choses un peu plus fun. Ouais. Là, c'est plutôt un concert ou festival qui a existé auquel tu aurais rêvé d'assister. Donc un événement musical, un truc. Donc tu vois, par exemple, Yannick, on a parlé de Moscou dans les années 90, ou le premier concert de métal des groupes américains après la chute du mur. Ah ouais, moi j'avoue que j'ai jamais trop pensé à ça. Mais je pense que ça m'aurait, avec AC/DC, Pantera, Metallica. Pantera, tout le bazar, là, ouais, non, clairement. Alors que moi j'ai dit le Lifehouse Berlin de Rammstein en 98. Ouais, moi j'ai le live at Donington de AC/DC en 92 que j'avais le DVD que j'ai poncé. Voilà, c'est des choses où t'aurais vraiment aimé Ah bah là, vivre. oui, je l'ai tellement poncé quand j'étais gosse, ça m'a tellement fait rêver. Et... T'avais l'impression d'y être. Ouais. Ouais, bah je comprends. Là, j'ai du coup, on a récemment vu le live d'adieu de Black Sabbath et Ozzy Osbourne. J'avoue que les 200 balles de billets, je les aurais bien mis. Parce que c'est vraiment incroyable. Je pense que ça aurait pu valoir le coup quand même. Ça fait partie des gros événements musicaux qu'on n'aura plus, comme il y a eu les Live Aid et compagnie. Et je pense que c'est on en aura encore. Je pense qu'on en aura encore, mais avec les anciens, ceux qui étaient dans l'époque et dans le truc. Donc je pense que ça fait partie des gros événements musicaux. On s'en rend pas encore compte tout de suite, mais ça va. Je pense dans 20 ans, on en parlera comme de Woodstock, tu vois. Oui, non, mais bon, de toute façon, même là, Back to the Beginning, voilà, la fin d'Ozzy Osbourne et de Black Sabbath, ouais. De Black Sabbath, je pense on se rend bien compte maintenant que c'est un événement déjà là. C'est passé depuis une semaine. On sait déjà que c'est un événement. Oui. Assez important. Il faut pas oublier que sur place il y avait 40 000 personnes, et au niveau des live streams ils ont enregistré au pic il y avait 5,8 millions de personnes qui étaient en train de mater le live, quoi. Je veux dire, on n'est pas c'est pas du petit calibre, hein. Mais je pense c'est vraiment un truc, j'ai aimé le vivre en stream, on aurait bien aimé y aller, mais bon, il y a un moment donné, il faut être réaliste. Oui. Mais je pense que c'est les 15 balles les mieux investies de ma vie dans la musique, on va dire. Et
on parlait aussi du reportage de Woodstock 99 du reportage de la cata que c'était. Là, par exemple, j'aurais pas aimé y aller. Non, mais j'aurais bien aimé voir Primus se faire jeter de la boue dessus quand ils ont joué My Name is Bud. Bien avoué que ça m'aurait bien plu. C'est vrai que c'était très marrant. Enfin, en tout cas, ironiquement, ça marche. Bah, bien sûr. Ah si, oui, alors oui, bah voilà, ça c'est un truc, n'importe quel concert de Primus que j'aurais bien aimé voir dans ma vie, à un moment. Avec les line-up un peu plus anciens. Ok, Primus. Et là, je pense que c'est pas que c'est plié, mais ils ont changé de batteur, ils ont changé plusieurs choses, ils font plus les mêmes lives qu'avant, mais c'est très bien aussi, un Primus, c'est toujours très, ah oui, bah, Primus, c'est un gros truc dans la vie aussi. Ok. On rajoute une liste. Donc du coup, bah, ça c'est auquel t'aurais aimé assister. Et il y a du coup le concert ou festival en vrai, IRL comme diraient les geeks, Oui. qui t'a marqué le plus. Alors, c'est pas forcément récent. Hein. Ouais, bien sûr, qui m'a marqué le plus, je saurais trop dire. J'ai fait quand même plutôt pas mal de festivals dans ma vie ce coup-ci. J'avoue que bon, je vais plutôt parler en termes de pas forcément d'une édition en particulier ou d'un concert, mais plutôt de festival. Je sais que les plusieurs fois où je suis allé au Brutal Assaut en République Tchèque, ça a toujours été excellent. L'environnement, les groupes, les gens là-bas, enfin vraiment exceptionnel. On a fait quand même quelques concerts aux Euroc qui étaient vraiment très très bien aussi. Comme réussir à avoir Ankh 3 sur la scène de la plage aux Euroc, c'était quand même assez fabuleux. Les Eurocaines de Belfort, c'est tout près de chez nous, c'est pour ça. Voilà. Et non, je pense que le Brutal Assaut c'était presque dans les mieux que j'ai fait. Après il y avait quand même Interlaken, le Greenfield. Le Greenfield Festival, pareil, ouais. très très belle ambiance. Le lieu est fou. Le lieu est fou. Les groupes étaient très bien aussi. Les éditions qu'on a fait. J'ai du mal à pointer un concert ou un truc en particulier parce que j'en ai vu vraiment beaucoup qui ont vraiment été très bien. Mais du coup, c'était une petite liste non exhaustive. C'est cela. Nous, on a déjà parlé du Silac, on a déjà parlé du Hellfest, on a déjà parlé de plein de choses. Donc, on va pas répéter, mais bon, vous savez. Et du coup, selon toi, alors là, c'est plutôt dans ton avis à toi. Pour toi, la chanson qui est le plus sous-cotée de tous les temps, ou le groupe, ou le genre, enfin peu importe. Moi, par exemple, j'ai des exemples de chansons de ce que je comprends pas que les gens aiment pas, mais après c'est. Par exemple. Ah, mais c'est un avis personnel. Oui, non mais. Mais par exemple, tu vois, bah alors je rebondis sur Youngblood. Il s'est fait chier dessus pour sa performance à Black Sabbath. C'est Ozzy qui l'a choisi et qui lui a dit viens reprendre Changes, s'il te plaît. Et les gens ont dit ouais, on n'en veut pas, c'est un minet, gna 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 gna. Je suis désolée, il a une voix de ouf, il a un groupe de ouf, il a super bien joué, les gens sont juste jaloux et c'est juste un jeune, donc les gens sont là, bon, chasse gardée et tout. Donc, et en plus, Youngblood, on aime ou on n'aime pas. Toi, il y a des trucs, Yannick, il a des trucs qu'il aime bien, il y a des trucs qu'il aime pas parce qu'il a une discographie hyper variée. Il a fait un peu de ska, à un moment donné, il fait un peu plus du punk, à un moment donné, il fait un peu plus du rock, un peu plus anglais, british, bizarre. C'est un des jeunes qui fait que, vu qu'ils ont plein d'influences différentes, voilà. Ouais, et moi, je comprends pas le principe de, forcément, vu que c'est un jeune, ça sera de la merde. J'ai un peu de mal avec ça. Et après, chanson sous-côté, moi je suis désolée, ça sera le genre de la Dance 90 parce que la Dance 90 c'est mal compris et mal aimé. Ben, je suis un peu d'accord avec toi parce que là j'ai pas forcément moi d'exemple précis en tête. Moi je vais te donner un nom, Ice MC par exemple. Les gens vont rire, mais Ice MC, je trouve que c'est intelligent, efficace, c'est pas intelligent dans les paroles, on est d'accord, hein. Mais ils ont tout compris à la période, à l'année où c'est sorti. Ils sont très très bien inscrits dans la période dans laquelle ils sont. Et on a parlé de ça, Italo Disco, alors que en France, on appelait ça de la dance, mais ils ont tout compris, les gars. C'est les codes du marché de l'époque. Bien sûr. Ils ont vendu des millions. Maintenant, ils doivent être riches et tranquilles dans leur truc ou drogués au fond d'une cave, j'en sais rien. Mais ils ont tout pigé à l'époque et à la période. Toi, un genre ou un truc sous-côté, tu parlais de Jimmy Somerville aussi, mais je sais plus ce que t'avais dit. Ah si, tu avais parlé de Devil Driver, que c'est sous-côté. Très sous-côté, Devil Driver. Je suis tout à fait, voilà, je suis d'accord avec moi-même. C'est bien. Ce qui est déjà bien. Plutôt cool. Non, je trouve que ça, ce groupe aurait clairement sa place dans les gros tops de métal. Et les têtes d'affiche de festival. Oui, groove metal, tête d'affiche de festival. Les shows que j'ai fait, ça a toujours été le feu, ça a toujours été la bagarre. C'est hyper bien fait. Musicalement, je trouve que c'est au top. La voix, c'est au top. C'est ultra riche et tout. Mais je comprends pas pourquoi ce groupe-là jamais autant percé que des Slipknot ou d'autres choses qui sont sortis grosso modo à la même période, quoi. C'est vrai. Limp Bizkit, c'est sous-côté.
Sous-côté, on est d'accord. Franchement, non, surcoté. Mais... Moi, je trouve que les gens chient vachement trop facilement. Ouais, moi je trouve un peu aussi. Alors bien que j'écoute pas ça tous les jours, hein, on va se mentir, mais petite dédicace à notre ami Manu. Ouais, moi je trouve que quand tu mets un petit biscuit, ça me met un peu le sourire. Je trouve ça cool, c'est marrant, tu vois, c'est pas si mal branlé. Moi, je trouve que c'est bien fait. Les musiciens savent ce qu'ils font. Ouais. C'est efficace. Ils ont compris ils ont compris. Oui, j'ai un certain style, hein. Moi, ça me fait rire, mais c'est quand même bien fait, ouais. Alors, Ouais. du coup, je vais rebondir là-dessus. Du coup, on a parlé des trucs sous-cotés pour toi. Est-ce que tu voudrais rajouter un truc un petit peu de niche ou que tu aimerais que les gens découvrent plus, par exemple? C'est difficile à dire parce que les choses de niche sont quand même très très particulières. Il faut avoir un certain état d'esprit pour les écouter. Il faut aimer certaines choses. Mais effectivement, moi, toutes les choses comme Mr. Bungle, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le genre? Ben, on va dire Mr. Bungle déjà, on ouais, en a déjà parlé. Voilà, puis tout ce qui tourne un peu autour de ça. Ah ouais, si, moi, il y a un groupe que j'adore énormément et que très très peu de gens le connaissent, qui s'appelle Estradasphère. Eh ben, je connais pas. Estradasphère, c'est incroyable, je vous filerai les liens parce que c'est vraiment, c'est pareil, c'est de la musique assez compliquée. Mais pas forcément métal ou choses comme ça. Il y a beaucoup d'instruments, il y a du violon, il y a des cuivres, il y a des choses comme ça, il y a de la guitare électrique, il y a de la double pédale, il y a plein de choses en même temps. Et c'est vraiment extraordinaire, c'est extrêmement drôle. C'est très 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 drôle. Enfin vraiment, tu l'entends, tu sais que c'est drôle quoi. Ok. Mais c'est fait vraiment avec une finesse et avec et ça, je trouve ça dommage que ce genre de groupe n'ait jamais percé plus que ça. Donc Estradasphère. Estradasphère. Ok, ben ouais. je noterai. Estradasphère, c'est extraordinaire. Ça se rapproche un peu de Igor, quelque chose comme ça? Non. Enfin, okay. oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, l'esprit est le même, si tu veux. Okay. L'esprit de découverte, d'exploration, de mélange des genres, il est là, mais pas fait de la même manière. Stratosphère, on est plus dans les années 90-2000, à mélanger du jazz, un peu de métal, un peu de folk, un peu de trucs. Enfin, je vous en mettrai, je vous en filerai. Je mettrai dans les notes du podcast. Ouais, parce que c'est vraiment extraordinaire. Bon, si jamais d'ailleurs en parlant d'Igor, moi je vous conseille à tous d'aller écouter Musette Maximum, parce que cette chanson ne veut rien dire. Voilà. Ah oui, un mix d'accordéon et de métal. Ah bah ouais. C'est improbable et c'est magnifique. Ouais, bien sûr. Je préciserais de musette, donc vraiment un genre d'accordéon assez c'est merveilleux. On pourrait vraiment réconcilier les générations sur cette chanson. Ah mais carrément. Et moi ça me fait rebondir sur un autre groupe encore que je trouve extraordinaire dans le même genre qui est pas assez connu, c'est Priapisme. Priapisme, c'est le même genre qu'Igor, on va pas se mentir, mais pour moi ça va encore plus loin qu'Igor, c'est-à-dire que voilà, Estradasphère et Priapisme c'est très similaire, sauf que Priapisme est presque des fois un peu plus électronique ou un peu, mais c'est tous des vrais instruments aussi, les mecs sont excellents, ça part dans tous les sens, on n'est pas du tout sur de la musique pour tout le monde, absolument pas. Mais par contre ne vous arrêtez pas au nom. Oui. Voilà. Mais justement, moi, tu me donnes un groupe avec un nom comme ça, j'y vais tout de suite, parce Absolument. que c'est improbable, tu vois. Bah, exactement. Et ça, bon, encore une fois, je comprends que ce soit pas le goût de tout le monde et il y a pas de problème avec ça. Et du coup, on va enchaîner avec, on a passé du temps sur les sous-côtés, mais on va passer un tout petit moment sur les sur-côtés, du coup. Voilà. Donc, on a quelques petites dénonciations. Ouais. Moi, je vais commencer, parce que j'en ai pas encore parlé. Je vais pas me faire des copains, mais moi là en ce moment, alors ça sera très récent. Hein. Moi j'ai vraiment du mal avec Falling in Reverse. Alors j'ai beaucoup aimé son groupe avant, dans les années 2000. J'étais une émo, j'avais une mèche, tout va bien, mais je peux plus vraiment. La personne me débecte. Bon, t'as quand même des cheveux violets encore. Hein. J'ai des cheveux violets, mais c'est parce que je suis une SJW. Et du coup, j'ai vraiment du mal avec la personnalité du chanteur. Donc, et en plus, je trouve pas ça fou la musique. Donc voilà, je trouve c'est trop mis en avant ces derniers temps. Et en plus, il joue sur la polémique, ce qui m'énerve beaucoup aussi. Ouais, oui. C'est qu'il y a pas besoin de polémique. Si t'es talentueux, t'as pas besoin de polémique. Donc voilà, Falling in Reverse, trop surcoté pour moi. Non, personnellement, Falling in Reverse, c'est pas mon truc. Ouais, musicalement, moi je trouve pas ça très intéressant. Et puis Radke, c'est quand même pas une bonne personne. Voilà, on sait, il l'a déjà dit. C'est un homophobe. Enfin voilà, c'est vraiment pas une bonne personne. Et en plus, le peu de gens que j'ai vus sur Internet qui ont assisté à ses concerts disent tous qu'il a un melon d'enfer. Voilà. Donc non, voilà, effectivement, moi, Falling in Reverse, c'est pas mon truc. Après, chacun son style, hein, mais voilà. L'attitude est compliquée. Et après, je rajouterais Bring Me the Horizon. J'aimais beaucoup fin des années 2000. Je trouvais que ça amenait un petit peu dans le metalcore
C'était au début, voilà, c'est spécial, hein, tout le monde peut pas aimer, mais et en fait plus ça allait avec le mélange électro, etc. J'ai juste pas pris le wagon. Voilà, c'est bien fait, je comprends que les gens aiment. Moi, je trouve ça un petit peu surcoté. Voilà. Après, c'est un très bon vocaliste. Voilà, tu peux y aller. Ok, ben moi c'est U2. Ah, Je déteste U2, c'est insupportable. c'est tout, le groupe, la musique, Ouais, l'attitude. l'ensemble. On a un guitariste qui sait faire 3 merdes et après il met 1000 effets pour arriver. Alors c'est un talent en soi d'arriver à moduler le son et d'arriver à faire ça, je comprends si tu veux, mais Oui, mais faut être un non, bon c'est musicien. pénible. Enfin, c'est pénible. T'as des mecs comme ça, ils font 3 merdes avec des effets, des bazars et tout, et puis ils vendent des millions de trucs, et puis t'as des mecs qui s'échinent toute la journée à faire de la technique, des trucs. Enfin, sans parler de technique, mais des trucs vraiment beaucoup plus profonds et tout, et puis ça marche pas, tu vois. Moi, ça m'énerve. En plus, on chante sur la misère du monde, les choses comme ça, alors on est très riche, on se déplace en jet et on est des sortes de... Voilà, moi non, ça m'insupporte. YouTube, ça m'insupporte vraiment assez profondément. Donc autre groupe que je trouve tout à fait surcoté, insupportable, c'est Indochine. Ouais, bah voilà. Indochine, j'en peux plus. Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne. C'est la même chose depuis 30 ans, quoi. Ouais, c'est des vieux minés de merde. Bon, alors. Je vais commencer à être violent. Ouais, voilà. Donc, on va pas mettre Indochine, mais je comprends Non, mais, non, ouais, Indochine, je comprends pas pourquoi Indochine fonctionne correctement, enfin, si, je peux comprendre, il y a quand même c'est un peu la liesse. Ouais, puis il y a des belles musiques quand même, il y a des choses qui sont pas mal, mais, waouh, ouais, c'est quand même toujours pareil, quoi, toujours pareil. Chanteur, pour moi, il a pas de coffre, il y a pas de solidité dans le bazar, quoi. Je suis un peu d'accord avec ça, mais tu vois, j'ai une amie qui est très fan d'Indochine. Elle est plus fan des albums de, on va dire, post 2000. Bien sûr. Que moi, c'est avant, vraiment. Moi, je trouvais que l'originalité, elle était dans les années 80, avec des sujets et des sonorités différentes. Maintenant, je trouve que depuis les années 2000, ils font la même chose depuis 30 ans. Non, mais c'est sûr que, voilà, c'est toujours pareil. Quand on parle d'un groupe qui a 40 ans de carrière, c'est toujours difficile de le définir en totalité, puisque t'as plusieurs périodes, t'as eu des changements de groupe, t'as eu des changements de personnel et compagnie, c'est normal, c'est normal. Puis je pense aussi qu'il y a une influence de nous encore qu'on a, enfin nous on a encore écouté la radio, hein, contrairement à, bon, voilà, je vais parler comme un vieux, mais contrairement aux jeunes de maintenant. T'es un vieux. Ah oui, je suis un vieux. Ouais. Mais voilà, il y a certains morceaux qu'on a bouffés partout. Ouais, tout le temps. Ouais, on en J'ai a demandé à la lune, on n'en peut plus, quoi. Voilà, ça, l'aventurier qu'on nous ressort à toutes les c'est toujours rigolo, soirées. C'est toujours rigolo. Voilà. Quand t'as 15 grammes, c'est marrant, mais... Alors qu'à côté, tu fais écouter des fleurs pour Salinger à quelqu'un, il sait pas que c'est Indochine. Oui, voilà. Donc, alors qu'il est super ce morceau. Enfin, ouais, je comprends complètement le point de vue. Mais ouais, voilà, moi, que ça arrive encore à vendre des stades et des choses comme ça, alors qu'à côté t'as des gens moi j'estime, c'est peut-être mon point de vue, hein, mais que j'estime qu'ils ont un talent et une profondeur beaucoup plus importante et j'arrive pas à ce niveau-là, j'ai du mal. Après, voilà, les gens se contentent de ça, ils sont contents et ils sont fans. Tant qu'il y a pas de mal de fait, bon. Ah bah non, évidemment, il y a pas de mal de fait, hein, c'est pas, enfin, puis je suis pas là pour déglinguer les gens qui aiment ça. Enfin, aimez ce que vous avez envie d'aimer. Hein. Exactement. Assumer. Comme on disait, hein, on se moque pas. Voilà, tout est assumé. Voilà, moi j'ai déjà rencontré dans ma vie des gens qui étaient méga fans d'Indochine, il y avait que ça dans leur vie. Et en fait, moi, ça me rend presque un peu triste parce que en fait, tu loupes énormément de choses, beaucoup plus profondes que ça, des choses qui vont te développer des sentiments et des émotions beaucoup plus fortes que ça. Et en fait, vous loupez ça en vous accrochant à quelque chose qui finalement ne l'est pas tant, quoi. Passer à la dernière partie, ce qui est plutôt dans ton actualité. La première question, c'est quel morceau écoutes-tu en boucle en ce moment, ou quel groupe, ou quelle chose, formation. En ce moment, t'es plutôt sur quoi? Alors, en ce moment, c'est un peu particulier. J'écoute beaucoup Impérial Triomphant. Là, on va voir en festival dans pas longtemps. On va voir en festival il y a pas longtemps, c'est mon pote Moon. Big Up Moon, qui m'a fait découvrir ça. J'aime beaucoup. Alors c'est très pareil, c'est de la musique de niche, hein, très très spéciale, pas du tout pour tout le monde. Un moitié entre le black metal, le jazz et les trucs expérimentaux, très spécial. Et à côté, j'écoute énormément Jerry Reed, qui est Jerry Reed, c'est de la country des années 70, c'est incroyable. J'adore ça.
Je crois que je me permets de regarder vite fait mon compte Deezer pour voir ce que j'écoute. Parce que j'ai pas de cerveau. Non, Hein, mais pas de souci. on Je fera veux ça, juste mais- rebondir sur du coup Impérial Triomphante, qui si le podcast sort à peu près avant cette période-là, sera au Silac Open Air à Saint-Maurice-de-Gourdan. On en a déjà parlé, mais ils seront le samedi, je crois. Et oui, n'hésitez pas à jeter une oreille parce que c'est vraiment original pour dire le mot Ouais, c'est ça. utilisé correctement. Et du coup, ouais. Et on va aller les voir et on vous fera un feedback dans un prochain podcast. Oui, je pense qu'original, c'est un très gros euphémisme. Ouais. Concernant Impérial Triomphant. Ouais. Mais on parle à tout le monde, on parle à tout le monde. Ouais, ouais. Tout le monde n'est pas musicien, tout le monde n'est pas expert, donc original, ça peut forcément parler à quelqu'un. C'est original. Et du coup, oui, donc ils seront Donc, aussi là Open ouais. Air début août, si ce podcast sort avant. Et s'il sort après, on vous fera un petit feedback, sans hésiter. Voilà, puis sinon j'ai un ou deux trucs qui m'ont vraiment tenu beaucoup ces temps-ci. Alors j'ai eu une grosse période Pantera, hein, je sais pas pourquoi, je me suis remis dans Pantera à fond. Bah, j'en connais un qui est content. Voilà, Ah, je suis très content. un peu moins maintenant, et il y a quelque chose là que j'écoute énormément depuis 2-3 mois, ça s'appelle Univers Zéro. Univers Zéro. Univers Zéro, c'est pareil, c'est un peu de la musique, je sais pas trop comment dire, c'est assez expérimental. Et c'est tout avec des instruments acoustiques, hein, donc on est beaucoup sur du violon, de la contrebasse, des choses comme ça et tout. C'est très sombre, très oppressant, assez excellent aussi. Je vous en passerai. Je vous mettrai ça dans les notes Et puis aussi. un Est-ce que autre t'as truc. un morceau que tu Ouais, favoriserais que je pourrais mettre dans les notes? ouais, bien sûr. Il y en a un qui s'appelle, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Présage et l'autre qui s'appelle Célesta for Chantal. Ok. Eh ben, je les mettrai dans les notes du podcast, comme ça vous pourrez Voilà, aller direct c'est- les écouter. C'est un groupe belge. C'est un groupe belge qui Oula. a dû commencer dans les années 80, je crois, et qui est encore actif, mais pas énormément. Est-ce que tu peux me redire le nom? Univers Zéro. Univers Zéro. Ok. Univers Zéro. Ok. Et puis voilà, je me suis remis pas mal aussi dans les John Carpenter et Goblin, qui est un groupe extraordinaire des années 70 qui a fait beaucoup de musique de films d'horreur pour Dario Argento et Romero. Et oui, c'est assez exceptionnel aussi comme musique, voilà. Donc trop c'est cool. un peu là-dedans que j'évolue. J'écoute beaucoup Gopa aussi, qui est une sorte de stoner avec une chanteuse, mais qui est vraiment très sympa aussi. Donc voilà, je vous donnerai tout ça. Assez singulier pour le souligner, une chanteuse dans un groupe de Ah ouais, stoner. puis là, grosse chanteuse, hein, c'est Trop bien. c'est solide comme musique. Je Eh pense ben, que vous trop aimerez cool. bien, à mon avis, vous deux. Trop ça cool. pourrait vous plaire. Comme Et du coup, alors la question d'après c'est donc ça c'était ce que t'écoutais en ce moment, donc trop bien. La question d'après c'est ton prochain concert ou ton prochain festival de prévu dans les prochains temps. Où je joue ou alors Non, ce que tu vas être en festivalier. Eh ben en festivalier, on a le Silac hein, qui arrive dans 2 semaines. Est-ce que ça s'entend qu'on a hâte d'y aller? Ça fait 3 petit peu. épisodes qu'on en parle. Oui, on a très très hâte. L'affiche est un peu en dessous des autres années, mais L'ambiance on va sera toujours là. On va prendre du plaisir, l'ambiance sera là, les copains seront là, on va boire des bières, ça va être cool. Et on fait un énorme bisou à ce festival qu'on adore. Qui est Vraiment. toujours au top, qui cherche la qualité avant la quantité, et ça c'est encore bien ce qu'on aime. Exactement. Et on va aller moire des mières, bisous bimbo. Donc là c'est vraiment toi en tant que public. Et un concert, non, après on sait qu'il y a Goro de fin d'année là, Ouais, alors au Sympa Métallique. voilà, donc effectivement, on joue avec Assassin's Fate avec Gorod, qui est probablement mon groupe préféré, hein, que j'aime vraiment énormément. En plus, les mecs sont super sympas. Donc la fierté un petit peu. La fierté et puis le fun, quoi. Je vais pouvoir Bien causer un peu avec eux en backstage, Trop bien. leur demander Donc, comment on joue tel ou tel truc, parce que j'aime bien apprendre des musiques de Gorod et des fois c'est dur. Ah bah ça. De quoi demander des petits tips. Et on devait aller, on voulait aller les voir avec des amis. Ils passaient, je crois, à Lyon ou à Paris, je sais plus. Et bon, finalement, vu qu'on va jouer avec eux en novembre, bon, Plus près de chez nous. on va pas. Donc là, j'ai pas spécialement de concert, que j'ai pas acheté de place spécialement pour la fin d'année, à part le Silac, j'ai rien de prévu particulièrement. Alors Yannick, t'as rien en concert. Moi j'ai Youngblood au mois d'octobre et j'en suis ravie. Si, alors on sera ensemble, hein, voilà. Non, en concert, pas en festival. Ah oui, alors en concert, non, pour l'instant, j'ai rien. Alors voilà, je répète, les festivals, Silac, et puis le Rock de Lake, en Suisse à Cudrefin. Je vais peut-être venir avec vous, c'est possible. Ah, on est en train de prévoir ça. Avec des super trucs, voilà, il y a c'est
très éclectique, question métal. Il y a du gros hardcore sale. Alors petit big up à je ne pense pas qu'ils écouteront un jour ce podcast, mais à Kublai Khan, des gros Texans qui font du hardcore beatdown dégueulasse. Mais voilà, que de refrain, ça va être super. Voilà. Et j'ajouterais aussi Zil Ardor. Je suis vraiment ravie de les voir en vrai, de le voir en vrai ou je sais pas comment on dit, parce que c'est un projet perso, puis après un groupe, puis après etc. Donc ouais, vraiment Zil Ardor, j'ai hâte. Ouais, il y a des trucs de furieux au Roxalec. Ouais. Donc on est en train de corrompre Thomas à venir avec nous. C'est pas très dur à me corrompre. Et du coup, on va juste finir sur ça. Donc ok, les prochains concerts et festivals, c'est ok. Je dis tout le temps que c'est un hommage au podcast que j'écoutais, le Floodcast. Donc RIP le Floodcast. C'est une recommandation. Donc je dirais une recommandation musicale, pas forcément récente, mais que t'as aimé ou que tu voudrais partager. C'est pas obligé de ça se trouve tu vas me dire l'album numéro 2 de Jacques Brel, tu vois, enfin peu importe, ou Dadju au stade de Neuchâtel, j'en sais rien, tu vois, enfin voilà, c'est une recommandation qui te tient à cœur, ou des potes, ou voilà, peu importe. Ouais, ok, et ben alors la recommandation c'est pas forcément des gens qu'on connaît ou un petit groupe, mais c'est un album que j'ai beaucoup écouté ces temps-ci, que j'aime énormément. C'est l'album s'appelle Bleeder de Mutoid Man. Ok. Mutoid Man, dedans on a le batteur de Converge. Ah. Et je trouve que c'est vraiment un excellent mélange de beaucoup de choses. Donc c'est de la musique assez énergique. C'est pas du hardcore ou du punk. C'est entre le rock et le métal. C'est quand même un peu métal, mais pas non plus extrême. Hein. C'est très énergique. C'est assez chouette, assez profond aussi des fois. Donc je vous recommande Bleeder de Mutoid Man, hein, c'est vraiment ce qui m'a tenu un bon moment là ces temps-ci aussi. Eh ben je note. Voilà. Et alors est-ce que j'ai d'autres choses là un peu plus Moi j'avoue que je vais pendant que tu cherches, je vais ajouter que je suis tellement retombée complètement dans Black Sabbath depuis une semaine en boucle et bien sûr. Et en particulier j'oscille entre Black Sabbath et Ozzy. Et Yannick va me corriger, mais surtout la formation de Ozzy avec Zakk Wylde, Trujillo et le batteur, je me rappelle plus, mais le batteur de Faith No More, Mike Bordin. Mike Bordin, qui est, je pense, le meilleur line-up que Ozzy ait eu. Avant, etc., Randy Rhoads, etc., on est d'accord, mais ces derniers temps, il y a 25 ans, mais on est d'accord qu'on se comprend. Donc oui, je suis complètement retombée, je vous conseille... si c'est un conseil, la discographie intégrale de Black Sabbath et tous les chanteurs confondus, parce que Dio, etc., on connaît. Oui, évidemment. Et aussi Ozzy, qui est vraiment, je pense aussi très sous-coté. Les albums excellent chanteur d'Ozzy Osbourne, exactement. Non, les gens disent que c'est pas du métal et que c'est pas assez rock et que c'est un peu... Les gens sont en train de chier dessus en ce moment, ça m'énerve. Ouais, c'est pas vraiment un chant métal comme on l'entend, mais... Je trouve que les gens ont tendance à oublier qui est Ozzy Osbourne et qu'est-ce qu'il a apporté à la musique. Ces derniers temps, c'est trop facile de lui chier dessus parce que les gens aiment la jeunesse et donc le voir dépérir, je pense que les gens comprennent pas vraiment. Il a 70 ans, il a Parkinson. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit comme avant? Enfin, et oui, les gens ont du mal avec le vieillissement des gens. Oui, on rappelle juste qu'il y a une traîne en ce moment, voilà. Suite au concert Back to the Beginning qui a médiatisé vraiment Osbourne et Black Sabbath, il y a une espèce de trend en ce moment qui dit que Osbourne c'est pas du métal, que Black Sabbath c'est pas du métal, alors que voilà, c'est les parrains du métal, sans eux il y aurait rien. Et ça, faut pas l'oublier. C'est vrai qu'il a pas du tout amené toute l'attitude métal et toute l'imagerie métal. Non, pas du tout. Non, et le groupe en lui-même et les sonorités et le triton comme on aime à le dire. Mais bien sûr. Alors c'est pas les premiers, et voilà, mais ça fait partie du lore. Non, mais qui est le premier à faire quelque chose? Ça existe pas en fait. Voilà. Enfin, si ça existe, mais non, mais ils ont amené, ils ont démocratisé ça. Et dire que Ozzy c'est pas du métal, je vous invite à écouter Ozzy avec Zakk Wylde et tous les autres que je viens de citer. En fait, c'est comme dire. J'en sais rien, mais Van Halen, Van Halen, il a pas inventé le tapping, sauf qu'il l'a étendu d'une manière que personne n'avait fait avant. En fait, il l'a utilisé de manière personne n'avait jamais fait ça avant avec sa guitare à ce niveau-là.
Donc oui, t'avais des mecs dans les années 60 qui faisaient des tappings et des trucs comme ça. D'accord, mais c'était pas du tout la même chose. Je vais étendre C'était très classe aussi, mais je vais étendre ça aux œuvres en global. Michael Jackson, on lui a dit, il a pas inventé le moonwalk. Non, il l'a pas inventé. Il l'a juste réutilisé et mis à une grande échelle et il l'a juste étendu de manière énorme en fait. Devant 2 millions de téléspectateurs, ce qui n'existait pas à l'époque. Et puis il l'a fait de sa manière à lui, comme Exactement. encore une fois, comme Van Halen a pris le tapping et se l'est approprié et en a fait son propre truc et a développé 50% de la guitare moderne en fait. Enfin, Donc il juste a peut-être pas inventé, mais c'est des gens qui ont innové énormément et l'innovation ne se fait jamais à partir de rien du tout. Tu innoves toujours à partir de quelque chose qui est déjà là. L'histoire de l'humanité, elle se définit comme ça. Il y a des gens qui font quelque chose, après quelqu'un le reprend, l'augmente, et etc. Je veux dire, ça c'est. Et donc moi je dis. C'est affreux de chier sur les gens une fois qu'ils sont vieux et c'est l'agisme, ça c'est vraiment juste. Enfin, je veux dire. Donc justice pour Ozzy et pour Black Sabbath en général, rendez justice aux gens et respectez un petit peu les aînés. Moi, je tiens à dire que des albums de Black Sabbath, même rien que les 3 ou 4 premiers, ils sont encore pertinents maintenant, même en termes de production, même en termes de son, même en termes de beaucoup de choses. Ils sont toujours pertinents. C'est toujours très très bon de les écouter. Moi, je les mets dans ma bagnole, je prends toujours autant de plaisir. Ils ont beau avoir 50, 60 ans, ces albums, voilà. Ça marche. Je suis d'accord. Ça fonctionne. Donc juste, on est d'accord que la nouveauté c'est super, que il faut s'intéresser aux nouvelles choses, mais il faut aussi pas chier sur les anciennes générations. Mais bien sûr que non. Non, faut garder ses bases. Moi, je le répète toujours, je le dis toujours, mais que ça soit les anciens groupes des années 60, 70, 80, que ça soit la musique que vous écoutiez quand vous aviez 16 ans, rien n'est plus à propos. Tout est. Enfin, je veux dire, si vous avez, on a eu le débat énormément avec plein d'amis sur, je sais pas, Slipknot c'est nul, voilà. Alors c'est pas parce que alors ça vient souvent de gens qui ont évolué dans leurs goûts musicaux, qui ont commencé à écouter des choses plus violentes, plus techniques, plus voilà. Mais il y a un moment, pensez à d'où vous êtes venu. Vous venez de là. Le Slipknot, ça a peut-être été le premier groupe que vous avez commencé à écouter. Moi, j'ai commencé à écouter du métal en écoutant, milieu des années 90. C'était Korn, Limp Bizkit. Jamais je cracherai là-dessus et je les écoute encore agréablement, même maintenant. Mais bien sûr. Alors que je suis passé à autre chose. Mais voilà, ça représente une époque et puis faut arrêter là tous les gens. Il y a énormément de gens qui critiquent ce qu'ils ont écouté quand ils étaient plus jeunes et ça je comprends pas. Je vais même plus loin que toi, je vais dire chérissez ces époques et ces souvenirs. Ok, moi j'écoute plus AC/DC maintenant parce que j'écoute du jazz, du métal technique et des choses comme ça. Trop écouté aussi. Et voilà, mais tu me remets un AC/DC, oui, je vais comprendre ce que j'aime moins maintenant dedans. Mais de temps en temps ça te fait plaisir. Je sais d'où je viens, je sais d'où ça vient. C'est ce qui m'a lancé dans la musique, dans l'amour de la musique, et c'est pour ça que je fais de la musique maintenant, que je fais des CD avec mes groupes, des machins et tout. J'aurais jamais fait ça s'ils étaient pas là. Enfin, et c'est toujours de la bonne musique. Ça reste, c'était bon à l'époque. Je vois pas pourquoi c'est plus bon maintenant. Oui, toi, t'as évolué personnellement dans tes goûts, mais ça reste quand même toujours pertinent. Enfin, il me semble. Je vais mettre le pied dans le plat. J'ai adoré premier degré Avril Lavigne et Tokyo Hotel pour de vrai. Je sais que c'est pas merveilleux et bon techniquement, mais les émotions que j'ai eues à l'époque et ce que ça m'a apporté dans la vie, je regrette aucun moment et j'écoute ça avec nostalgie. J'écoute pas ça tous les matins, on est d'accord, mais quand j'en entends, je suis très contente et que ça a fait partie de ma vie, ça a construit mon identité musicale. Donc, et puis c'était là au moment où t'en avais besoin, où t'as Exactement. été réceptif à ça. C'est comme ça. Maintenant, t'es peut-être plus réceptif à ça parce que t'as évolué dans ta vie, dans toute ta vie. Dans tous les aspects. Dans tous les aspects de ta vie. Mais c'était pertinent à ce moment-là et t'en avais besoin et ça t'a servi. Ça t'a aidé à te construire et compagnie. Et ça, pour moi, c'est hors de question de renier ça. Je veux dire, là, c'est un peu une hérésie de faire ça. Je suis d'accord. Et ça, c'est une super conclusion à ce sujet-là. Ça partait quand même. On est le podcast spécialiste de la, comment dirait-on, de la digression exactement. On
on était parti des recommandations musicales et on est dans un sujet de société. Alors du coup, C'est ça qu'on veut. la dernière partie, pour conclure, ce serait, parce que on n'a pas souvent la chance d'avoir des musiciens et des artistes. Donc la question c'est, si tu es artiste, c'est le moment de faire ta promo. Donc voilà. As-tu une actu? As-tu des recommandations de potes, d'artistes? As-tu envie de parler de tes projets? Alors moi j'ai pas une énorme activité en ce moment. Bon, c'est l'été, tout le monde est en vacances dans tous les sens, donc on fait pas beaucoup de concerts et compagnie. Mais t'as parlé du coup de ton groupe et de ton projet personnel Voilà, déjà au donc début. j'allais en venir. Donc bon, bah avec Assigned Fate, donc mon groupe de métal, on a sorti un album l'année dernière, qui était plutôt bien reçu par les gens autour de nous. Je pense qu'on a plutôt du bon boulot, me semble-t-il. Yannick en a parlé dans l'épisode précédent. Voilà, donc on est assez fiers de ce qu'on a fait. Voilà, après on n'est pas un groupe très très actif, on a tous des vies assez bien remplies. Et puis on est des amateurs, on reste des amateurs, donc voilà. Mais on a quelques concerts de prévus au mois de septembre, septembre, octobre, novembre. Donc si jamais vous avez envie de nous suivre, on a une page Facebook, on a une page Instagram, Assigned Fate, on nous trouve sur les réseaux. Si vous voulez acheter un album, on a un Bandcamp aussi où vous pouvez commander l'album. Voilà pour Assigned Fate. Ensuite, moi de mon côté, donc mon projet perso, mon album solo. Pareil, on est tous, c'est plus ou moins les mêmes musiciens. Donc les problématiques sont les mêmes, vie bien chargée. Oui, parce que t'as fait ton album tout seul. Je précise, t'as fait ton album tout seul, mais maintenant tu le joues avec un batteur et un bassiste Voilà. à côté. Alors bon, sur l'album, le batteur, c'est quand même Adrien, c'est le même batteur que Assigned Fate. Et heureusement qu'il est là, je le remercie encore. Donc tu as fait ton projet tout seul, voilà. Avec le batteur, avec Adrien du coup. Et maintenant tu le joues et tu le performes. Je le joue en concert depuis 1 ou 2 ans. Avec le batteur, Adrien, et du coup un bassiste avec toi. Voilà. Okay. Et Thomas nous a fait des belles performances de saxophone et de guitare. Un petit peu, j'essaye. Le saxophone, j'essaye. Je suis encore pas tout à fait au point, mais... Qu'on a vu plusieurs fois d'ailleurs. Ça va venir pas mal. Et à quand le deuxième album? Ça se compose gentiment. Voilà, encore une fois. Pas de deadline, c'est tranquille quoi. Non, là j'ai pas de deadline, j'ai rien du tout. De toute façon, c'est des albums que je fais sur mon financement personnel. Donc à un moment donné, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je fais ce que je veux. Exactement. Moi, j'ai un boulot à côté à plein temps qui me prend beaucoup d'énergie de temps mentale, quoi, parce que je fais du développement logiciel, donc c'est pas forcément facile de se remettre sur la musique pendant 3 heures le soir une fois que t'as réfléchi à des algorithmes toute la journée. Pendant 9 heures, oui, je comprends. Donc ça vient tranquillement, je compose là gentiment. Je pense que peut-être l'année prochaine je pourrais faire quelque chose, c'est possible. En attendant, voilà, on fait quelques concerts par an. Mais si vous êtes curieux un peu d'expérimentation musicale, de style un peu bariolé, j'ai envie de dire, et ben vous pouvez me trouver donc Thomas Leclerc sur Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube. Oui. Thomas on Leclerc, a mis les liens dans le podcast précédent, mais on va les remettre aussi. Donc un album qui s'appelle Bovin sans finition, très intelligent. Le texte. le titre. Donc voilà, si ça vous intéresse, que vous avez envie de découvrir autre chose, que ce que vous écoutez d'habitude, c'est un bon plan. Trop bien. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Non. Ça sera le mot de la fin. Merci Thomas. C'était trop bien. Mais de rien. On a bien parlé. Je vous invite à lire les notes du podcast avec tous les noms. Vraiment écoutez les recommandations et vous avez le droit de mettre des commentaires sur éventuellement vos avis, aussi vos recommandations et éventuellement des questions que vous aimeriez que je pose aux prochains invités. À la prochaine. À bientôt. À plus. Salut les gens. Karaoké Mental est un podcast écrit, enregistré et monté par Mawino. Le générique a été composé, joué et enregistré par le formidable Thomas Leclerc. Je le remercie beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt.